Alors, je vérifie que tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour les applaudissements avant d'avoir pris la parole. C'est peut-être pas prudent, mais en tout cas, merci, c'est en tout cas chaleureux. Et donc, je suis évidemment très, très heureux et j'ai répondu à cette invitation d'apporter une contribution donc à vos réflexions de ces jours autour des questions d'adaptation aux conséquences du changement climatique. Alors peut-être un tout petit mot d'abord pour me présenter. Donc, comme cela vient d'être dit, donc je dirige dans la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts, qui est une entité de la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, donc un département qui travaille sur, on va dire globalement, l'accompagnement à l'aide à les décisions des collectivités, des acteurs territoriaux. C'est là qu'on trouve tout un certain nombre de moyens qui sont ceux de la Banque des Territoires et que nous allouons à des programmes territoriaux. Vous connaissez Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Donc nous sommes partenaires et souvent principal financeur d'ailleurs de ces programmes, mais aussi Avenir Montagne, qui est une autre dimension qui va nous amener sur les sujets d'adaptation. Et puis depuis à peu près 3 ans, avec les équipes que j'anime, on a engagé un travail pour amener la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires à venir de manière plus franche sur les questions de transformation écologique et en particulier sur les sujets d'accompagnement des territoires vers la sobriété foncière et d'autre part, l'accompagnement des territoires dans leur adaptation aux conséquences du changement climatique. Tout ça, je vous en dirai bien sûr quelques mots en plus. Je dois dire aussi, parce que c'est important, que la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires ont, ces dernières années, mais c'est pas si vieux et c'est surtout pas la préhistoire, depuis ces 2-3 dernières années, effectivement emprunté un chemin assez nouveau, puisque par exemple la raison d'être de la Caisse des dépôts et donc de toutes ses filiales, de l'établissement mais aussi de toutes ses filiales, eh bien énonce très clairement la transformation écologique comme sa mission prioritaire aux côtés des collectivités pour les ancrer évidemment ces enjeux dans les réalités territoriales de notre pays. Et la Banque des Territoires, qui vient d'élaborer son plan stratégique pour les 4 ans qui viennent, a énoncé 2 grands piliers avec ces piliers des priorités. Elles sont au nombre de 16 et parmi ces 2 piliers fondamentaux, il y a la transformation écologique du pays et deuxièmement, donc les enjeux de cohésion sociale et territoriale. Et donc, l'échange, enfin en tout cas la contribution que je vais vous apporter aujourd'hui, ça ne va pas du tout être la description de ce que nous faisons, puisque ça, vous pouvez le trouver par ailleurs et c'est d'un intérêt finalement assez limité. C'est plutôt de vous apporter notre lecture aujourd'hui de ces enjeux d'adaptation et en prenant vraiment le prisme dans mon propos de la question du financement de l'adaptation dans les territoires ou à partir en tout cas des collectivités territoriales. Voilà, c'est là où se situe finalement notre légitimité et en tout cas la légitimité de mon intervention dans ce début d'après-midi. Alors, les enjeux de transformation écologique, vous les connaissez. Ils sont parfaitement bien renseignés, en tout cas très bien renseignés sur ce qui relève des émissions des gaz à effet de serre et donc de la trajectoire que doit prendre notre pays pour essayer d'atteindre l'objectif des accords de Paris. Tout ça se traduit par tout un certain nombre de dispositifs et incontestablement, ce qui est intervenu depuis 2022, c'est-à-dire depuis l'installation du SGPE, donc qui énonce cette volonté de planifier cette transition, cette transformation écologique, donne évidemment un certain nombre d'impulsions qui sont si elles ne sont pas nouvelles, en tout cas orientées avec des objectifs beaucoup plus élaborés et d'une certaine manière aussi beaucoup plus prescriptifs. Je vais en reparler parce que cette planification qui a été élaborée à l'échelle nationale, elle est en train aujourd'hui d'être alors je ne sais pas comment je vais dire déclinée parce que c'est un mot neutre. En tout cas, la volonté de l'État, c'est d'emmener les acteurs territoriaux et en particulier à travers des COP régionales qui ont lieu
en ce moment, qui ont été impulsées à partir de la fin d'année 2023 et qui, la dernière, je crois, a été impulsée il y a une dizaine de jours en Bretagne, et qui cherchent à énoncer finalement des objectifs régionalisés de cette trajectoire vers la réduction des gaz à effet de serre. Alors, je prends 2-3 minutes pour parler de ça parce que finalement, quand on regarde le sujet qui nous intéresse cet après-midi, c'est-à-dire le sujet de l'adaptation, comme d'ailleurs le sujet de la biodiversité, qui est quand même le troisième grand pilier d'une ambition qui est celle en tout cas de la transformation écologique, on se rend compte que sur ces deux autres piliers, finalement, la trajectoire est beaucoup moins élaborée, beaucoup moins renseignée. Et aujourd'hui, dans les COP régionales dont je viens de vous parler, si on énonce bien dans le principe qu'il faut qu'on parle de l'adaptation et des sujets de préservation de la biodiversité ou en tout cas de tout l'enjeu du vivant, en réalité, cela est beaucoup plus marginal dans la manière dont les débats sont orientés, dont ils s'orientent et dont ils se mènent, mais on pourra aussi en rediscuter. Et d'ailleurs, au niveau du gouvernement de l'État, on voit qu'il y a un schéma national pour la biodiversité, il a été adopté l'an dernier, et que pour ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, il y a bien eu un plan national 1, 2, le 3, il est en train d'être élaboré, il va être soumis, ou il est soumis au débat, et pour être normalement arrêté à cet été. Alors, ces enjeux, les trois mêlés finalement, correspondent, je crois qu'il faut vraiment dire les choses, à un véritable changement de modèle. Ce n'est pas simplement une rectification de trajectoire. Quand on regarde du côté des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux d'ailleurs d'une manière générale, cela amène bien une nouvelle, en tout cas ça incite ou ça nécessite des questionnements sur les modèles que nous avions, qui nous ont emmenés là où nous sommes, et la manière dont ils doivent être réinterrogés, et même parfois de vraies bifurcations qui sont à opérer. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce sujet de la bifurcation liée aux enjeux d'adaptation, ou qui traduisent des enjeux d'adaptation. Les territoires de la montagne, aujourd'hui, ce sont les territoires qui sont les plus impactés par le changement climatique, par le réchauffement climatique. C'est là-haut que les impacts sont les plus importants et les plus systémiques d'une certaine manière. Et évidemment, on a en tête, quand on est en France, grande destination touristique pour ce qui est du tourisme de sport d'hiver, eh bien qu'évidemment, tout de suite, ça a un impact sur des territoires qui s'étaient adossés à une économie, celle de l'or blanc, comme on l'appelait, et qui aujourd'hui doivent bifurquer vers une diversification, vers une autre économie, quand c'est possible, en tout cas, réinterroger leur trajectoire. Là, on a une traduction immédiate, parce que finalement, tout ça se passe dans un temps relativement court, entre un modèle qui était celui d'une économie adossée à un tourisme de masse, qui continuera à exister dans un certain nombre de stations, évidemment, de haute altitude, mais pour notamment les stations qui étaient à moyenne altitude, aujourd'hui, voilà, les questions sur où allons-nous, comment allons-nous faire, comment devons-nous donc nous adapter, ce sont des questions qui sont aujourd'hui présentes. Un deuxième exemple, vous savez, on parle beaucoup du zéro artificialisation nette des sols, donc qui est issu de la loi climat résilience, qui est elle-même issue d'une partie des débats, vous le savez, de la Convention citoyenne. Et donc, aujourd'hui, l'État, par la loi, et cela a été confirmé dans les différents ajustements qui sont intervenus malgré tout ces dernières années, eh bien, le cap est maintenu pour aller vers 2050 sur un objectif de zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire qu'à partir de 2050, ce qu'on artificialisera devra être exactement, rigoureusement compensé par de la désartificialisation. Et il y a une période intermédiaire, c'est dans laquelle nous sommes, où il y a donc ce virage pour artificialiser moins. Et quand je parlais de changement de modèle, c'en est un particulièrement important pour notre pays, qui était peut-être pas le champion d'Europe, mais en tout cas un pays qui a pendant 40, 50 ans considéré que le développement passait beaucoup par l'artificialisation et l'extension urbaine.
Aujourd'hui, évidemment, le modèle est complètement réinterrogé sur où va-t-on construire, doit-on encore construire, va-t-on réaliser une infrastructure, faut-il impérativement la réaliser compte tenu de son impact sur l'artificialisation. Ça, c'est quand même des bifurcations assez importantes en termes de modèle de développement, dans la conception qu'on a du développement. Et évidemment, tout ça nécessite d'être accompagné. C'est ce qui, d'ailleurs, justifie notre engagement sur ces sujets. Alors, plus concrètement, quand on regarde, évidemment, tout ça, ça va nécessiter des engagements aussi de nature financière. Si on pense, je sais pas, les territoires du littoral, par exemple, ils vont devoir imaginer le transfert d'un certain nombre de leurs équipements, la réalisation d'un certain nombre d'équipements de protection, d'infrastructures de protection, mais peut-être aussi acquérir du foncier pour pouvoir laisser à la mer la possibilité de faire des immersions temporaires. Bon, donc tout ça, ce sont des questions complètement nouvelles. Aucun des élus qui est confronté à ce sujet, que ce soit en montagne, en ville ou sur le littoral, ne peut se retourner vers son prédécesseur en disant « mais comment tu faisais ?» puisque ces questions sont inédites, elles ne se sont jamais posées à nous. Et nous avons donc aujourd'hui, en même temps, quasiment, et ce n'est pas le « en même temps » dont on parle de temps en temps, en même temps à énoncer le sujet, c'est-à-dire le poser avec lucidité et envisager très vite des solutions derrière. Et donc ça, c'est évidemment extrêmement redoutable pour les décideurs territoriaux. Et qui plus est, à ça s'ajoute évidemment l'impact financier de tous ces éléments dont nous parlons. Et donc je vais m'appesantir maintenant sur cette question donc, financière en vous donnant quelques petits points de repère. Nous avons un think tank commun entre l'État et la Caisse des dépôts qui s'appelle I4C, que beaucoup d'entre vous sans doute connaissent, en tout cas parmi les experts, et donc qui est cet institut qui donne des repères sur les sujets finance et climat pour aller vite. I4C estime aujourd'hui qu'on a, en France, on a investi en 2022 108 milliards sur les sujets climat et transformation écologique d'une manière générale. Ces 108 milliards, ils sont pris en charge par qui ? Les ménages, par les entreprises, par l'État et les administrations publiques, bien évidemment. Et quand on regarde justement cette part sur les pouvoirs publics, en fait, ils contribuent pour un tiers de ces 108 milliards que je vous évoquais il y a quelques instants. Et quand on regarde de manière encore plus précise, on se rend compte qu'aujourd'hui, les collectivités locales qui investissent bon an mal an à peu près 80 milliards d'euros par an, eh bien, consacrent à peu près 10%, donc c'est 7 milliards à la fin de 2022, puisqu'on n'a pas encore les chiffres de 2023, au sujet climat, adaptation et puis évidemment trajectoire gaz à effet de serre. Si on devait se situer, et pour se situer dans les objectifs de Paris, et donc notamment sur les sujets de réduction des gaz à effet de serre, il faudrait qu'au lieu de ces 7 milliards, on soit à 21. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités locales, là je parle bien que des collectivités territoriales, doivent donc multiplier par 3 l'investissement qu'elles opèrent aujourd'hui sur les sujets de transformation écologique, dont bien sûr les sujets d'adaptation au changement climatique. Et dans le travail d'I4C, mais il y a eu un récent rapport de l'IGF sur les mêmes sujets, et grosso modo, les chiffres se recoupent. Il y a à peu près 6 milliards qui apparaissent nécessaires pour les sujets d'adaptation, donc qui nous concernent en particulier cet après-midi, et puis 15 milliards qui concernent la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, dont une grande partie d'ailleurs, une partie, la moitié à peu près, sur les sujets bâtimentaires, c'est-à-dire la réduction, faire en sorte que les bâtiments consomment moins d'énergie pour aller vite, puisque c'est quand même essentiellement de cela dont on parle. Ce qui est intéressant, et nous faisons ce travail puisqu'on est une banque, et que nous avons comme clients, en dehors des organismes de logements sociaux,
ou des organismes de logement social plutôt, les collectivités territoriales. Et donc, on les interroge chaque année à peu près pour voir quelles sont leurs intentions d'investissement. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que, c'est intéressant aussi pour la fin de mon propos, c'est quand on les interroge aujourd'hui sur quelles sont vos intentions d'investissement, eh bien, les collectivités mettent en tête, et notamment le bloc communal, communes et intercommunalité, le sujet de la rénovation thermique des bâtiments publics. Et là, on a vraiment vu, non pas une conversion des décideurs locaux sur les sujets de l'écologie, parce que finalement, ces sujets-là, on avait toutes les raisons, il y a déjà 10 ans, d'être motivés pour consommer moins, finalement, puisqu'on puisait dans les ressources de la planète en grande partie pour réaliser l'énergie utile à ces bâtiments. Donc c'est déjà très vertueux, mais sur le plan écologique, ça l'était déjà il y a 30, 20 ou 10 ans. Le changement, il est très récent. C'est en fait très clairement la guerre qui a son impact sur le renchérissement des coûts de l'énergie et où là, on voit massivement des collectivités qui bifurquent ou priorisent la rénovation thermique de leurs bâtiments parce que au-delà de la vertu économique, écologique, ça a aussi une vertu budgétaire, c'est que ça vient atténuer leurs dépenses de fonctionnement dont elles ont besoin par ailleurs pour d'autres raisons dont je vous parlerai dans quelques instants. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les autres priorités qu'elles énoncent. Et dans ces autres priorités, elles mettent les aménagements urbains. Et dans les aménagements urbains, il y a notamment tout ce qui concerne les mobilités douces. Et là, sans doute qu'on peut avoir une mesure d'une adhésion beaucoup plus tangible à la transformation écologique par les modalités de transport et les mobilités décarbonées. C'est le troisième sujet sur lequel les collectivités énoncent des intentions de priorité. Et là aussi, par rapport à la table ronde qui suivra, je pense que c'est un point de repère tout à fait intéressant. Alors, aujourd'hui, on voit que ces sujets grossissent dans les intentions. Finalement, ils grossissent modérément dans les budgets des collectivités. Je vous ai donné un point de repère. Sur 80 milliards environ d'investissements, il y en a 7-8 qui sont sur les sujets dont on parle. Donc ça veut dire qu'il y a encore des bifurcations en quelque sorte possibles ou nécessaires pour aller vers les sujets de transformation écologique et d'adaptation. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder aujourd'hui comment l'équation financière se pose pour ces acteurs territoriaux. Retenez qu'aujourd'hui, quand on finance les investissements et ceux dont on parle autour de l'adaptation, on a finalement une partie du financement des collectivités, donc pour faire de la décarbonation d'une flotte, pour faire un aménagement urbain qui va désimperméabiliser des cours d'école ou des trottoirs, pour faire des aménagements cyclables, pour avoir des aménagements dans un quartier qui vont créer des îlots de fraîcheur, enfin, autant d'éléments que vous connaissez aussi bien que moi. Il y a environ 35% de ces moyens pour financer ces sujets qui viennent en fait de subventions. Et cette part subventionnelle, elle émane de l'État, notamment avec l'apport du Fonds vert, et d'autres collectivités. Une région peut par exemple accompagner une ville ou une interco à développer ce type d'investissement. Le deuxième poste qui est équivalent, la deuxième ressource, c'est l'épargne nette de la collectivité, c'est-à-dire ce qu'elle a pu dégager par elle-même sur ses propres ressources, d'exercice en exercice, elle dégage une épargne. Et donc cette épargne nette, une fois qu'on a remboursé le capital de dette, ça dégage donc une ressource. Et c'est 35%, cette épargne nette, ça représente 35% aujourd'hui du financement des projets d'adaptation au changement climatique dont on parle avec vous durant ces 3 jours. Et puis, il y a une troisième partie, c'est l'endettement. C'est la partie qui peut nous intéresser plus, nous, Banque des Territoires, puisque c'est là où nous, on peut intervenir, évidemment, comme prêteur. Et là aussi, c'est intéressant de regarder que
cette part d'endettement qui était plus importante il y a quelques années qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il faut en moyenne, pour le bloc communal, 5 années pour qu'une collectivité, alors c'est une moyenne bien évidemment, il y a tous les écarts possibles, rembourse son capital de dette. 5 années. Et il y a eu il y a quelques années, dans les années 2010, on était sur des chiffres beaucoup plus élevés. Et surtout, la loi aujourd'hui, la loi de finances de 2018, a installé une sorte de seuil qui est de 12 ans. C'est-à-dire qu'il faut normalement ne pas dépasser 12 ans pour donc être grosso modo dans les clous. Je rappelle qu'une collectivité ne peut pas voter de budget déséquilibré, contrairement à l'État qui le fait, puisqu'on a ce déficit dont on parle beaucoup. Une collectivité, elle, ne peut absolument pas voter un budget en déficit. Elle doit équilibrer ses dépenses et ses recettes, ce qui est finalement plutôt assez normal. Et donc, quand on regarde tout cela, on se dit que finalement, pour atteindre le saut énorme qu'il faut faire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour venir financer les intentions des collectivités ou les nécessités. On estime qu'il faut à peu près 2 milliards d'ici 2030 sur les équipements nécessaires pour les pistes cyclables, qu'il faut au moins 3 milliards d'euros par an donc pour développer comme il le faudrait l'ensemble des transports ferroviaires, qu'il faut aussi beaucoup de millions, et c'est des centaines sur les transports urbains, qu'il faut continuer à équiper les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Bref, tout ça, c'est assez bien aujourd'hui repéré comme type d'enjeu. Et donc, comment les collectivités, puisque tout ça, c'est à elles de le faire, comment elles procèdent? Et c'est ça aujourd'hui, en tout cas, une sorte d'impasse qui est en train de se refermer, puisque, en particulier, si on puise dans l'actualité, on a l'État qui est confronté à son déficit et donc qui commence à réénoncer des règles. Alors, il paraît que le mot rigueur ne peut plus être utilisé, mais bon, c'est quand même une règle de rigueur qui est en train de s'imposer à travers des réductions. On a un premier paquet de 10 milliards, il y en aura un second, l'an prochain 20 en plus des 20 qui seront opérés cette année. Et surtout, l'État aujourd'hui avance ou revient embrayer une petite musique sur le fait que les collectivités doivent aussi contribuer à la réduction de ce déficit et ne doivent pas aggraver l'endettement. Et donc là, c'est là qu'est la quadrature du cercle dont je voulais vous parler, puisque aujourd'hui, si on est en même temps, et là c'est un autre en même temps, l'État qui dit il faut aux collectivités, il faut que vous investissiez, il faut que vous soyez au rendez-vous de la trajectoire qu'on doit ensemble poursuivre pour être vers les accords de Paris, pour être au rendez-vous des enjeux d'adaptation des territoires aux conséquences du changement climatique, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Donc investissez, mais ne dépensez pas plus. En résumé, c'est ça qui est dit. Et surtout, ne vous endettez pas plus, puisque si la dette des collectivités est demain plus importante, comme elle est aujourd'hui solidarisée avec la dette de l'État, comme la dette publique examinée, on va dire, du côté de l'Europe, évidemment, là, il y a un moment compliqué, et c'est celui dans lequel nous sommes. Il faut dire les choses, je crois, en toute franchise, sinon ce genre d'échange ne sert à rien. Et donc aujourd'hui, finalement, on peut repérer 3 scénarios qui se présentent devant nous. Un premier scénario, bon, il y aura peut-être un petit brin de malice ou de provocation, mais je resterai à la limite, compte tenu de ce que je représente. Mais c'est d'imaginer qu'il y aurait un scénario où l'État subventionnerait les collectivités pour dire, oui, vous, collectivités du littoral, vous, collectivités de la montagne, vous, grandes villes, vous allez devoir engager des investissements de manière très conséquente, en plus de votre contribution à la réduction des gaz à effet de serre, en plus de votre contribution à l'amélioration, la préservation de la biodiversité, quand ce n'est pas sa reconstitution partielle, ou plus. Bon, c'est une hypothèse qui, à mon avis, peut être écartée aujourd'hui, ce scénario, puisqu'on est plutôt sur
des réductions, et que d'ailleurs dans le 10 milliards de réductions qui sont intervenues, il y en a 2 qui concernent très directement les sujets dont on est en train de parler, et à commencer par le fonds vert qui avait été mis en place il y a 2 ans, amené à 2 milliards, puis amené à 2,5 milliards, mais ramené à nouveau à 2 milliards. Donc on ne peut pas imaginer, en tout cas, porter cet effort du fait d'un effort subventionnel de la part de l'État. Deuxième scénario, c'est finalement, les collectivités ont des ressources propres qu'elles peuvent engager aujourd'hui, puisqu'elles ont une capacité d'épargne, on l'a vu, assez conséquente. Et c'est vrai que cette épargne est assez conséquente par rapport, je le disais, à il y a quelques années. Mais cette ressource-là, elle n'est pas non plus complètement... elle n'a rien d'automatique surtout, mais c'est que si on l'utilise, comme c'est le cas aujourd'hui, pour financer une partie des investissements, si en même temps les dotations de l'État sont au mieux maintenues, mais en tout cas n'augmentent pas, ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment donné une capacité d'épargne qui se réduit. C'est plutôt cela qu'on observe en ce moment. Et surtout qu'il y a des collectivités, donc ça concerne là plutôt les départements, qui ont des ressources qui sont très volatiles, puisqu'elles sont, pour l'essentiel, les départements reçoivent de l'argent, des recettes liées aux mutations, enfin, la taxe sur les mutations. Donc, en fonction de la vente d'immobilier, il y a plus ou moins de recettes. Donc, quand ça baisse, évidemment, ça baisse très sévèrement. C'est le cas en ce moment. Donc, en tout cas, scénario périlleux que d'imaginer atteindre le x3 dans lequel on doit se situer avec les seules ressources propres des collectivités. Et donc, le scénario sur lequel il faut sans doute travailler en réinterrogeant tout un certain nombre d'éléments, c'est effectivement un scénario qui va mixer finalement la redirection, c'est-à-dire comment les collectivités face à ces enjeux sont accompagnées pour prendre des décisions, sécuriser leurs projets, fiabiliser leur stratégie sur ces sujets d'adaptation au changement climatique, de manière à ce qu'elles prennent les bonnes décisions et qu'elles puissent donc à ce moment-là réorienter un certain nombre de leurs projets pour se concentrer sur ces impératifs, puisque incontestablement, tout cela est impératif, et donc coupler évidemment cette redirection avec une libéralisation, alors c'est pas faire n'importe quoi, mais une libéralisation sans doute un peu de la dette des collectivités. Et si par exemple le gouvernement de l'État décidait de considérer que l'endettement que l'on fait pour la transformation écologique, comme c'est une dette quand même pour l'avenir, c'est une dette qui, en même temps, est orientée directement sur l'avenir même de ces collectivités et de ces territoires, on pourrait considérer qu'elle n'a pas à être complètement à être prise en considération de la même manière que d'autres parties de l'endettement, et donc peut-être pas tout à fait calculée de la même manière dans les ratios. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais l'idée, ce serait quand même d'essayer de neutraliser peut-être une partie de ces dettes qui sera remboursée dans le calcul des ratios, de manière à pouvoir libérer un peu plus cette capacité d'endettement. Je vous ai dit 5 ans, donc c'est des chiffres extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une capacité d'endettement et d'engagement, d'investissement donc de ces collectivités, mais encore faut-il ne pas leur donner le signal contraire, ce qui est exactement le cas en ce moment. Voilà, donc j'ai terminé ce que je voulais apporter comme contribution. Donc c'est quelques éclairages sur cette équation complexe, mais pas sans solution, si on met vraiment cet enjeu de l'adaptation des territoires de notre pays au cœur des décisions à prendre. Ça fait bouger des lignes, ça fait bifurquer, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait changer de modèle. Il faut aussi que là, de ce point de vue-là, dans les normes, on puisse aussi faire évoluer ces modèles de manière à pouvoir permettre aux collectivités de faire leur travail avec des marges de manœuvre plus importantes. Merci de votre attention.